Aegyptus, le dessous du sable. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, dans Aegyptus, nous allons parler, eh bien, de tout et de rien. Voilà. Parce que le sujet du jour, il n'y en a pas, parce que c'est la dernière émission. Alors, ça fait très bizarre de dire ça, mais c'est la dernière émission d'Aegyptus. La toute dernière, la toute fin de cette émission qui a duré 2 ans et j'étais trop contente de la faire. Du coup, comme c'est la dernière émission, on va pas spécialement parler d'un sujet, on va pas spécialement développer un pan particulier de l'histoire ou de la technologie égyptienne. Mais du coup, j'en perds mes mots parce que c'est vrai que c'est un peu émouvant quand même de se dire tiens, c'est la fin. Je vais quand même expliquer un petit peu eh bien, pourquoi Aegyptus, pourquoi ces idées-là, etc. Ce genre de choses. Alors, pourquoi Aegyptus d'abord parce que Aegyptus, c'est l'Égypte en latin. Voilà. Je me suis pas trop foulée sur cette histoire-là. Ensuite, l'idée m'est venue tout simplement, en fait, je réfléchissais, je voulais faire de la radio, je voulais parler d'un sujet que j'aime bien. Et approximativement, depuis que j'ai 6 ans, mon truc dans la vie, c'est l'Égypte. Pendant un temps, le soir, je passais des heures et des heures à recopier des livres sur l'Égypte ancienne. Ça sert à rien, mais c'est cool, c'est rigolo. J'ai appris plein de trucs que j'ai oubliés, mais j'ai appris des trucs. Et j'étais vraiment très contente de pouvoir partager ce que je savais, et mon idée, c'était vraiment de vulgariser. Alors, il y avait des moments où j'avais pas trop le choix d'utiliser des mots techniques. Par exemple, quand j'ai parlé des temples avec les salles hypostyles, péristyles, etc., j'ai pas le choix. C'est les mots qui sont comme ça, comme dans la construction des pyramides, etc. Bon, il y a des moments où bon, c'était pas très très simple de toujours tout vulgariser, tout devoir réduire, synthétiser pour rendre les choses plus simples. Il fallait aussi essayer de communiquer des trucs compliqués de manière simple, et ça c'était vraiment pas simple. Ça fait beaucoup de compliqué et de simple dans très peu de mots. Mais voilà. Et donc pour cette dernière émission, j'adore. Excusez-moi, je cherche l'exposition sur Ramsès II. Tout à fait. Atmosis, arrêtez d'importuner les gens comme ça, on va finir par se faire remarquer. Alors, ça, c'était un extrait des aventures de Mademoiselle Blanc-Sec. Donc, à la base, c'est une bande dessinée qui a été transmise en film. Et franchement, je trouvais ce passage extrêmement amusant, puisque donc, elle cherche à sauver sa sœur, et pour ça, elle décide de réveiller une momie, qui est la momie d'un... Alors, qui en théorie, selon elle, était la momie d'un médecin, mais qui en réalité est juste la momie d'un physicien, voilà. Et d'un espèce de magicien de l'Égypte ancienne. Et il décide de demander l'autorisation de Ramsès II pour soigner la sœur en question. Et ils vont au musée du Louvre pour essayer de le réveiller, c'est très amusant. On est une bande de malades, c'est trop marrant. Mais voilà. Et vraiment, c'est un passage extrêmement drôle, puisque une momie qui se promène tranquillement dans Paris comme si de rien n'était. On voit pas ça tous les matins, et je pense personnellement que je me serais évanouie aussi. Voilà. Peut-être pas de peur, peut-être plutôt de joie ou d'incompréhension ou de oh mon Dieu, il y a une momie qui me parle. Mais c'est relativement impressionnant en même temps, une momie qui parle. C'est pas quelque chose d'habituel, quoi. J'ai une question. Ouais. C'est... Qu'est-ce qui a initié le rite de... J'ai une question. C'est qu'est-ce qui a initié le rite d'Osiris ? Ah, une bonne question. Alors en fait, le culte d'Osiris,
c'est pas quelque chose qui a été vraiment initié, entre guillemets. C'est... Alors, ce qu'on sait, ce dont on est certain, c'est que tous les mythes commencent un petit peu sur une base de réalité. Ça, c'est valable sur quasiment toutes les religions, sur quasiment toutes les histoires. Après, ce dont on est approximativement certain, c'est que Osiris, c'est très probablement une personne qui a eu de l'influence et qui a été divinisé, et qui au fur et à mesure est devenu le fils d'un dieu, lui-même un dieu, et c'est devenu un dieu qui a été pharaon. Dans le mythe d'Osiris, Osiris est d'abord un pharaon, le premier. Et dans la mythologie, donc il épouse Isis, sa sœur. Ça arrive souvent dans la mythologie, voilà. Ils se marient entre frères, entre sœurs, entre cousins, entre neveux. C'est cool. Dans les mythes, c'est cool. Ne faites pas ça dans la vraie vie. Et donc, ce qui a initié, on ne sait pas réellement, c'est l'usage qui s'est répandu. En revanche, ce qui est certain, c'est ce qui a rendu Osiris aussi populaire et aussi grand, c'est ce qui fait partie. Il fait partie des tout premiers dieux. Et quand il fait partie des tout premiers dieux, c'est un peu l'équivalent de Zeus chez les Grecs. Il est tout en haut. Et donc Osiris, c'est donc un dieu qui est au début dieu de l'agriculture, qui va se faire buter par son frère Seth. Et donc ensuite, il va se faire découper en morceaux. Ces morceaux vont se promener dans le Nil. Sa femme et sœur Isis va tout retrouver, tout recoller, se rendre compte qu'il manque le pénis. Zut. Elle va en faire un en argile, elle va s'accoupler avec et va donner naissance à Horus. Et ça c'est fantastique. Parce que du coup, Osiris devient non seulement un dieu qui au début était donc dieu de l'agriculture, mais il devient un dieu des morts ressuscité, il devient la toute première momie, et un dieu de la fertilité puisqu'il a un enfant en étant mort. Donc, ce qui a répandu réellement le culte d'Osiris, c'est le fait qu'il soit vraiment multiple. Voilà. Osiris et Parapis, regarde-moi. Comment faites-vous ça, le coup des yeux? Silence, concentre-toi. Puis un sanglier, Parasopis et Osiris, par Pasoris et Rampapasi et Paropasabura, et puis, chut, répète après moi. Je suis un sanglier, je suis un sanglier. Tu es un sanglier, tu es un sanglier. C'est ça. Je suis un sanglier. Un sanglier. Je suis un... Alors, ça, c'est un extrait, il me semble, donc, des 12 travaux d'Astérix, la version dessin animé, du coup. Et alors, ça, c'est un moment très intéressant parce que, du coup, Astérix doit résister à de l'hypnose. Et nous avons un hypnotiseur qui a donc une petite passion pour les dieux égyptiens, voilà. Et alors, ça aussi c'est très très intéressant parce que Osiris, c'est donc on l'a déjà dit, donc c'est un dieu qui est un peu multiple. Il parle également d'Apophis. Apophis, c'est un dieu serpent assez lambda. Personne n'en parle parce que il est assez discret, voilà. Mais c'est aussi un dieu un petit peu de la fertilité, etc., de la métamorphose en général. Mais alors, moi, ce que j'aime bien dans cet extrait, mais il faut voir le film parce que juste l'extrait, c'est pas drôle, mais c'est cette résistance à l'hypnose et le fait que l'hypnose se retourne contre l'hypnotiseur et que ce soit lui qui se prenne pour un sanglier à la fin. Je trouve ça vraiment rigolo. Bon, voilà. Mais franchement, les films et les dessins animés Astérix, il faut voir, mais moi, je demande vraiment, regardez d'abord, lisez les bandes dessinées. Parce que Uderzo et Goscinny, ils ont fait un truc de malade là-dessus. C'est franchement toute une enfance. Et je pense que c'est une enfance à toujours reprendre et regarder. Il n'y a pas d'âge pour lire Astérix. Il n'y a pas d'âge. C'est très bien fait. J'avais une question. Tout à l'heure, tu as dit... Alors, j'ai deux questions même. Ouais. Tu as dit que c'était Osiris, le dieu le plus puissant. Du moins, le dieu... Alors, le The Big Boss dans l'existence. C'est pas vraiment The Big Boss. Mais on m'a dit que... Alors, je me souviens de certains écrits ou d'une BD que j'avais adoré, disant que c'était Ra, le dieu le plus puissant. Alors, Ra ou Ré, ou il a mille et un noms celui-là. Alors,
Alors, en fait, il n'y a pas vraiment de dieu plus puissant. Enfin, si, mais c'est un peu compliqué. Alors, Ré, c'est le dieu soleil. Et donc, forcément, il est hyper puissant parce que c'est lui qui fait le cycle des jours. Donc, s'il meurt, c'est la fin du monde. On est dans le noir. C'est un peu triste. Donc, c'est ça que... Oui. Donc, c'est vrai que Ré, Ra, c'est le dieu qui a la plus grande symbolique. C'est pas un dieu fondateur, c'est un dieu de continuité. C'est-à-dire que lui, c'est ce qui fait les jours, c'est ce qui fait la nuit, c'est ce qui fait la vie, en quelque sorte. Et Ra, c'est ça sa plus grande puissance, en fait, c'est que chaque matin, il monte dans la barque du soleil, il parcourt le ciel, et chaque nuit, il vit dans le monde des morts, il doit traverser le monde des morts en tuant des serpents, en essayant de survivre. Il est aidé effectivement de Thoth avec ses babouins. Et à chaque fois, il va rejoindre Osiris, lui dire « Coucou, je suis bien passé ». En gros, il passe le péage, quoi. Et après, il revient chaque matin, il reprend la barque du soleil et il refait sa course chaque jour. Et ça, c'est vrai, c'est ce qui fait la grande symbolique en fait, de Ré, Ra. Voilà, c'est... En plus, il a un nom pour chaque stade. Il a un nom pour tôt le matin, un nom pour le zénith, un nom pour le coucher du soleil. Il a un nom pour sa version la nuit. Enfin, c'est vraiment effectivement un dieu qui avait beaucoup de symbolique. Je ne sais pas s'il est plus puissant. Je ne sais pas s'il y en a qui sont vraiment plus puissants que d'autres, mais il y en a qui sont peut-être plus priés que d'autres. Et c'est sûr que Ra, il a une certaine importance quand même dans la religion, quoi. Monsieur le rédacteur en chef, je vous écris depuis Port Saïd à l'entrée du canal de Suez. Sur le bateau, nous avons rencontré le professeur Philémon Cyclone, un éminent égyptologue. Enfin, un égyptologue, qui nous a conviés à explorer avec lui le tombeau du pharaon Kiosque au milieu du désert. Si la durée de mon voyage s'en trouve rallongée de quelques jours, je suis persuadé que cela ajoutera du contenu exclusif à mon reportage. Alors, là, c'est une fiction audio de Tintin qui part donc en fait à la recherche donc, de documentation et de la momie d'un pharaon qui s'appelle Kiosque. Fun fact, aucun pharaon ne s'appelle comme ça. C'est les jeux de mots made in Tintin et made in fiction, évidemment. Il n'y a pas de Kiosque. Mais c'est une fiction audio qui a regardé et qui lit à des jeux vidéo Tintin aussi. Et c'est sympa. Tu penses que ce pharaon, il lisait les journaux ? Alors, il n'y avait pas spécialement de journaux dans l'Égypte ancienne. Ça, c'est certain. Donc, mais ce qu'on sait sur la communication en Égypte ancienne, par contre, c'est qu'on est un peu comme au Moyen-Âge, si on veut. C'est-à-dire qu'il y a forcément des gens qui viennent crier les nouvelles, annoncer les nouvelles. Lorsqu'un pharaon meurt, par exemple, le peuple est au courant. Hein. Mais il n'y a pas de journaux, ils ne lisent pas des papyrus qui sont livrés chez eux le matin parce qu'ils ont un abonnement à Papyrus News. Ça, non. Mais en revanche, oui, ils ont quand même il y a quand même des crieurs qui viennent annoncer les nouvelles, puisque de toute façon, il faut globalement plus de 10 ans pour comprendre les hiéroglyphes et les lire. Et au fur et à mesure, on va débloquer des variantes du hiéroglyphique, mais au début, il faut plus de 10 ans pour apprendre à les lire et à les maîtriser. C'est pas à la portée de tout le monde. Donc, voilà. C'était juste une blague par rapport à kiosque et journaux. Oui, mais je l'ai prise en mode bien. Ok, On mais fait du un coup, point merci info pour sur l'information dans Merci. l'Antiquité. Ça servira beaucoup pour nos élèves de première sur le thème. Descends tout de suite! Oh, mais tu peux... Oh. Oh, que c'est beau. Descends, tu es ridicule!
Oh, 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 vous êtes tout petit en bas. Mais ne dis pas n'importe quoi. Descends de ce sphinx. Ah, je vais faire un tour sur le front. Fais le malin. Oh là là. Ah. Oups. Oh, c'est le nez. Bien, bien. Remarquable. Bravo, Bélix. Tu te surpasses en ce moment. On va peut-être le recoller. Alors, ça, c'est un merveilleux passage d'Astérix et Obélix Mission Cléopâtre. Un film à voir, sauf bien sûr... bon, après, il y a la polémique Depardieu, on va pas partir là-dessus. Depardieu qui joue bien évidemment Obélix dans beaucoup de films. Mais là, ce qui est intéressant ici, je trouve, c'est cette idée de comment est-ce que le nez du sphinx est tombé ? Personne ne sait. Alors, il y a des idées, il y a plein de théories. Alors, il y a des théories de ouais, c'est pendant les guerres napoléoniennes, le nez s'est fait défoncer. Il y a la théorie de c'est Obélix. Ah, Obélix n'existe pas. Oups. Il y a des théories évidemment du fait que il y a énormément eu de, enfin énormément. Bon, il y a eu des tremblements de terre en Égypte qui ont causé entre autres probablement la chute du sphinx. Enfin n'importe quoi. De 1, 2, 3. Du nez, du sphinx. Non, c'est pas ça le mot que je cherche. C'est un phare, le pharaon. C'est un phare, le phare d'Alexandrie. Voilà, je vais y arriver. Je cherchais quel jeu de mots était lié à ce... Donc, le phare d'Alexandrie, donc voilà, on sait que c'est probablement... Tu veux dire le pharaon ? C'est son phare. Excellent passage, toujours d'Astérix Obélix Mission Cléopâtre. Vous verrez que ce film sert énormément de référence en règle générale, parce qu'il est truffé des meilleures vannes qui puissent exister, je trouve. Même si voilà, tout l'univers Astérix est truffé des magnifiques vannes quand même sur l'Égypte ancienne. Et donc, alors sur ce qui est du sphinx, d'abord ce qu'on sait, c'est que c'est probablement la tête de Képhren qu'il possède. Donc ce qui est certain, c'est que le nez du sphinx était tombé avant les conquêtes napoléoniennes en Égypte. Les causes sont souvent variées, personne n'est d'accord. Fun fact, en revanche, l'intérieur du sphinx, il y a des endroits qui sont creux. Alors tout le monde pense qu'il y a un trésor, on a déjà creusé dedans, c'est faux. En revanche, ça pourrit à l'intérieur. Il y a beaucoup d'humidité qui remonte. Assez étrange pour un désert, mais c'est comme ça, parce qu'il y a du deal. Et les gens ont peur, comme le sphinx est une montagne, les gens ont peur que le sphinx s'écroule. Alors, c'est pas quelque chose qui est énormément raconté parce que l'Égypte n'a pas tellement envie que tout le monde se dise « Oh là là, le sphinx va tomber !» Mais c'est vrai que c'est une possibilité qui est envisagée par les Égyptologues, notamment Zagawas. Tu penses que c'est une bonne situation d'être sphinx ? Franchement, être allongé comme ça toute la journée, pas fou, hein. Petite question par rapport à, pour toi, juste en parlant de puissance, quel est pour toi le dieu le plus puissant de la mythologie égyptienne ? J'y allais. Ah, bonne question. Alors, le plus puissant. Alors, en termes de puissance, je dirais... Khnum, peut-être. Ou Ptah. Et pourquoi ? Parce qu'ils sont tous les deux souvent choisis pour être les dieux créateurs de l'univers. Et à partir du moment où on crée l'univers, je pense qu'on est assez puissant. Peut-être. Et donc, souvent, alors, il y a plusieurs théories. Il y en a une que j'aime bien, c'est que le dieu était juste sur un tout petit bout de terre, entouré d'eau.
Et que, en fait, il a créé la lumière d'abord, et ensuite, il a créé toutes les choses qui existent juste en les nommant. Je me dis, enfin, est-ce qu'il a juste nommé abeille, ou est-ce qu'il a nommé abeille autant de fois qu'il y a d'abeilles? Non, mais parce que je trouve ça fantastique comme concept de les mots donnent la vie. Je trouve ça merveilleux. Donc, cette théorie, je l'adore. Après, ça dépend des versions de l'Égypte, etc. Ça dépend des régions. Mais pour moi, c'est ce dieu-là, peut-être, qui est le plus puissant. Parce qu'il a créé le monde avec des mots. Ça va? Ça va, Imhotep. Papa? Ça va. Imhotep, et ta sœur, comment elle va ta sœur? Ça va, c'est Imhotep. Et ton cousin, qu'est-ce qu'il devient ton cousin? Ça va, Imhotep. Et les affaires? Ça marche les affaires? Imhotep. Désolé, je vous l'emprunte. Et bah, encore et toujours, Astérix Obélix Cléopâtre, ma référence. Alors celle-là, je l'avais choisie sur le thème d'Imhotep, parce que c'est un personnage qui a été divinisé très rapidement, tout simplement. Mais à la base, c'est juste un scientifique, c'est un architecte, c'est un médecin, c'est un astronome, c'est un Léonard de Vinci égyptien, voilà. Et vraiment, Imhotep devient une parole par Imhotep, selon Imhotep. Il est devenu un dieu. Et je trouve ça aussi incroyable. Et tu penses que c'est une bonne situation d'être Imhotep en Égypte antique? Franchement, je pense qu'il a bien gagné sa vie. Hein. Je pense que oui, ça devait être une très bonne situation d'être Imhotep. Petite question. La momification, c'était exclusif à l'Égypte? Ils avaient les droits dessus? Ou il y a d'autres civilisations antérieures, extérieures, intérieures qui pratiquaient ce rite? Ouais, la momification, c'est pas un truc purement égyptien. Alors, les momies égyptiennes sont impressionnantes. Mais on a des momies péruviennes. Donc du Pérou. On a des momies mexicaines. On a des momies de plein de civilisations, de plein de civilisations précolombiennes, en fait, qu'on retrouve du coup dans toute cette partie-là, le Brésil, le Pérou, le Chili, le Mexique. Vraiment, on a beaucoup de momies qui datent donc de ces périodes-là. On retrouve évidemment des momies également en Asie. On a des momies chinoises, on a des momies vietnamiennes. Alors, il y a un truc, il y a une momie que j'adore. C'est une momie, alors, c'est une petite fille qui a été retrouvée momifiée à l'égyptienne et qui, d'après son code génétique, est mi-romaine, latium, mi-chinoise. Je trouve ces croisements culturels fantastiques. Alors, cette momie, elle est unique. C'est-à-dire que c'est probablement la seule qui a ce genre de code génétique extrêmement varié et dont les parents, visiblement, se sont croisés au hasard des commerces, etc. Mais c'est impressionnant, c'est fantastique. Et je trouve voilà, les momies sont une preuve de croisement culturel dans certains cas, où sont éparpillées chacune dans son coin. Alors, ce qu'on a aussi, c'est des momies naturelles. C'est-à-dire que c'est quand un corps se retrouve dans un milieu anaérobique, c'est-à-dire sans air, sans oxygène, et ben il ne va pas pourrir. Il va donc se solidifier, il va devenir une momie. Et là, on peut avoir donc des momies des sables, comme Ginger, c'est une momie qu'on a retrouvée dans le désert, et qui est rousse, d'où son nom. Ou des momies plutôt des glaces, comme Ötzi, qu'on a retrouvé dans les Alpes. Et gros débat, on ne sait toujours pas si Ötzi est suisse, autrichien ou italien. Ötzi, pour faire un point, c'est pas une momie qui a été retrouvée par des alpinismes qui ont cru que c'était un alpiniste. Et ouais. En fait, c'est l'une des momies il a été assassiné, non? Ouais, par 4 personnes, on a retrouvé 400 différents. Ouais, c'est un vrai cold case. Oh là là. Sans jeu de mots, c'est un vrai cold case. Dans les décors grandioses de l'empire le plus puissant du monde antique, la vie aurait pu sembler douce et paisible à la jeune princesse Akésa. Adolescente espiègle,
effrontée et rebelle. Mais elle n'en est pas une jeune fille comme les autres quand on est... Akheza, fille de Pharaon. Oh, la folle du marché! Pardon? Dans les couloirs du palais, un sombre complot se prépare. Depuis le départ de Néfertiti, l'Égypte est livrée à elle-même. Le Grand Conseil a voté ton abdication. Le destin de l'Égypte en dépend. Je suis l'Égypte. Nous en avons assez d'être humiliés par Akhenaton. Mon père de la T'es malade! Parez, vous deux! Découvrez les aventures inoubliables d'Akheza et de son ami le jeune prince Tout, futur Toutankhamon. Amenez-les-moi! Mort ou vivant, au pays de la magie, des mystères et de l'émotion. Comment pourraient-ils se douter qu'au bout de leur fabuleux voyage, leur courage va changer le cours de l'histoire à jamais? La Reine Soleil. Toi seul peux prendre en main le destin de l'Égypte. Alors, ça c'est le teaser de La Reine Soleil. La Reine Soleil, donc ça a été traduit en dessin animé, enfin en long métrage, mais à la base c'est un roman de Christian Jacques. Christian Jacques, c'est un auteur qui... Alors, il n'est pas égyptologue au sens où il a fait des études d'égyptologie, mais il l'est au sens où ses connaissances en la matière sont suffisamment grandes pour qu'on puisse se dire ces théories sont pas complètement nulles. Donc voilà. Alors, ce qui est intéressant dans La Reine Soleil, alors moi j'ai lu le livre et j'ai aussi regardé le long métrage. Alors ce qui est vachement intéressant, c'est que on a à la fois des théories très intéressantes sur pourquoi est-ce que la situation en Égypte est aussi instable, le lien entre le fait que on a Akhenaton qui souhaite faire une religion unique, on a Toutankhamon qui se fait une place mais qui meurt brusquement, de quoi est-ce qu'il est mort, etc. Alors, il y a encore des nombreuses théories. J'avais vu un article disant que, a priori, c'est surtout un surplus de consanguinité, mais on n'exclut aucune possibilité. Et bien entendu, ce qui est très très intéressant dans le livre, c'est qu'on oublie que Toutankhamon est probablement le frère donc d'Akheza, qui est en réalité Ankhésé de Pharaon. Ce qu'on a aussi, c'est une théorie très intéressante sur la fin d'Akhenaton. Alors, ce qui est très très probable sur Akhenaton, c'est qu'il n'y avait pas de grand conseil, qu'il ne s'est pas suicidé comme dans le film, mais qu'il est juste mort. Voilà. En revanche, la disparition de Néfertiti, elle est vraie. On sait qu'à un moment donné, elle a disparu, mais qu'elle n'était pas morte. Du coup, on ne sait pas réellement quand est-ce qu'elle est morte. Une comme de dernière question, c'est quoi les grandes périodes du lit égyptien voilà. Alors, les grandes périodes dans l'Égypte ancienne, ça commence par la période Tidite. C'est un peu la proto-histoire dans la préhistoire. C'est-à-dire que c'est-à-dire que dans l'Antiquité égyptienne, il faut penser que le reste du monde, c'est encore la préhistoire. Donc, à partir de ce concept-là, on ne peut pas dire qu'on est dans l'Antiquité, réellement. C'est-à-dire que c'est la préhistoire, mais on a des sociétés quand même par-ci, par-là. Alors, donc on a la période Tidite, où c'est une période vraiment où tout commence à se mettre en place. On a des premières régions qui se décident, et c'est là la période des premiers mythes et des premiers hiéroglyphes. Ensuite, on a la période prédynastique, où on a des premiers rois, des premiers chefs qui s'ouvrent. Puis, on a donc le premier empire, et là, on a une première Égypte réellement unifiée. Puis on a une période qu'on appelle une période intermédiaire, c'est une période un petit peu de trouble, on ne sait pas trop ce qui se passe, suivie de la période du Moyen Empire, période relativement stable, suivie d'une période de trouble, suivie d'une période appelée le Nouvel Empire. Là, c'est là où on a tout ce qu'on aime, c'est là où on a Ramsès, c'est là où on a Toutankhamon, c'est là où on a tout ce qu'on a trouvé majoritairement, donc c'est une grande période, une période vraiment exceptionnelle. Puis on a une période de trouble. Puis on a une période un peu où tout le monde essaie de conquérir l'Égypte. Hein. On a les Perses, on a les Hittites, on a les Syriens, on a les Couchites. Et
Et donc voilà, puis après on a une petite période très sympathique où c'est les Grecs qui prennent le pouvoir avec les Lagides, et là on a Cléopâtre, etc., Alexandre le Grand, c'est cette période-là. Et on finit avec la période romaine où c'est Auguste qui vient prendre le pouvoir après la mort de Jules César, et c'est la fin de l'Égypte. Et ensuite, l'Égypte est sous domination arabe puis anglaise, et puis voilà, jusqu'à aujourd'hui. Pardon. Oui, mais c'est que blablabla. Il s'est rien passé. Alors, petite liste de choses à faire cet été. Cet été, nous avons des expositions. Alors, à Paris principalement, donc on a l'Égypte des pharaons à l'Atelier des Lumières à Paris, qui est jusqu'au 5 février 2025. Ainsi qu'une exposition sur les orientalistes, au même endroit, même date, avec Ingres ou Delacroix. Alors ça, ce sont des expositions plutôt basées sur la réalité virtuelle ou des grandes projections. On se retrouve en fait entouré de tableaux ou d'œuvres de l'Égypte ancienne. Il n'y a pas vraiment d'importation. C'est vraiment du voyage. On a aussi quelque chose à la Galerie Montparnasse. C'est Toutankhamon, l'expérience immersive, où les visiteurs se retrouvent dans le tombeau avec un plan et doivent retrouver des énigmes. Et ça, c'est jusqu'au 31 août. Et pour finir, et ça c'est toute l'année, vous pouvez y aller, c'est au Mans. Au Mans, on a donc une réplique de la tombe de Néfertari. Néfertari, c'est la petite amoureuse de Ramsès II. Voilà, et donc sa tombe est magnifique, elle est très très belle, c'est une des rares tombes de reines qu'on a. Et donc on peut la retrouver au Mans, elle est visitable parce que c'est une réplique. Donc c'est vraiment très sympa. Bien cachés sous le sable se cachent parfois et toujours les petits esprits qui font les grandes légendes. Merci d'avoir suivi Aegyptus jusqu'au bout, c'était la dernière émission. Et puis on va bien voir ce que les sables d'Égypte nous réservent dans les prochaines années. Aegyptus, le dessous du sable.